Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Je sais bien que vous n'étiez pas présent à cette époque-là. Néanmoins, je pense que vous avez sans doute pris connaissance de l'étude préalable et de l'évaluation préalable de cette écotaxe. Et on s'aperçoit que la MAP, aussi bien en matière de coût que de délai, avait largement sous-estimé le projet, puisque le coût, là j'ai plus les chiffres précisément en tête, mais on était autour de 250 ou 300 millions d'euros. On a largement dépassé ce coût-là. Et les délais qui étaient imposés aux entreprises, au consortium qui devaient répondre étaient très nettement en deçà des délais effectivement constatés. D'ailleurs, vous l'avez dit assez justement, hein, les premiers reports sont du fait d'Ecomove qui effectivement n'étaient pas prêts. Alors, est-ce que cette évolution sur ces deux aspects de coût et de calendrier, est-ce qu'on sait précisément à quoi sont dues ces évolutions? Est-ce que c'est un mixte, sans doute avec des choses un peu plus importantes de part et d'autre, mais un mixte de l'évolution des exigences de l'État et notamment des douanes en matière de contrôle et de perfection de l'outil technique? Est-ce que c'est aussi une sous-estimation par Ecomove, par la société elle-même, des délais nécessaires à la fois pour mettre au point la technologie, mais aussi pour la déployer, pour mettre au point les interfaces, etc., etc. Est-ce que vous pensez que Ecomove peut avoir plus ou moins volontairement amoindri les délais nécessaires pour rentrer dans les exigences de l'État, pour rentrer dans les exigences du contrat, du cahier des charges, même si Ecomove avait intérêt à ce que les choses soient prêtes le plus vite possible pour toucher la redevance, est-ce que vous pouvez penser, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de penser qu'à un moment donné, la sincérité n'a pas été complètement de mise, un peu à l'instar de ce qui se passe en Allemagne, où l'État fédéral allemand pense que Toll Collect n'a pas été tout à fait sincère dans les délais annoncés, notamment dans la mise en œuvre de leur propre écotaxe? Beaucoup de questions et, je le crains, peu de réponses compte tenu de la date, une fois encore, à laquelle j'ai pris ces responsabilités. Ce que je sais, c'est que je me suis entouré de toutes les précautions sur la solidité des relations contractuelles entre l'État et Ecomove, et particulièrement la volonté qui était la mienne, puisque j'étais confronté dans d'autres secteurs, notamment le secteur des infrastructures, à un certain nombre de programmes qui étaient lancés sous la forme des PPP. Il fallait donc que je m'assure que les PPP aient bien été la procédure garantissant aussi, et peut-être surtout, les intérêts de l'État. Ce en quoi j'ai eu assez rapidement à connaître de la position et des conclusions de la mission d'appui au PPP, qui avait rendu à l'époque un avis favorable sur ce recours au PPP. Les délais ont été dépassés. Je crois qu'il faut bien avoir conscience, et en tout cas j'en ai pris conscience très rapidement, le dispositif était un dispositif totalement novateur. Nous partions de rien, tel qu'il avait été accepté par d'autres. Une fois encore, je me trouve en situation de devoir mettre en application une solution qui peut-être aurait pu ne pas être celle-ci. Mais le constat ayant été fait, il faut honorer aussi la parole de l'État. C'est notre responsabilité. Faire en sorte que, dès lors qu'il n'y avait pas d'anomalie quand soulignée par la mission d'appui au PPP, il fallait que nous puissions avoir un dispositif qui se mette en place rapidement. Quant aux finalités, on rappelle, on les connaît, mais peut-être insuffisamment connues d'ailleurs des Français eux-mêmes. Parce que depuis que l'écotaxe a été suspendue, la prise de conscience existe qu'il faut qu'il y ait un rapport différent au financement des infrastructures et à la nécessité aussi de répondre aux besoins de faire qu'un certain nombre d'utilisateurs,
souvent étrangers, mais pas seulement, mais les utilisateurs contribuent au financement. Alors, On peut même dire que c'est des directives européennes. Pardon? On peut même dire que ce sont des Oui, directives tout à fait. européennes. Et que les pays sont en train, les uns après les autres, de mettre en place sous des formes qui sont des formes bien différentes. Et c'est peut-être la question qui se posait, puisque j'ai le souvenir, mais c'est un souvenir tout à fait personnel, de voir d'avoir vu apparaître des portiques, alors même que, pas même ou insuffisamment les élus locaux, je l'étais à l'époque, et moins encore la population, n'avait conscience de ce que représentaient ces portiques et quelles en était l'utilité finale. Donc il y a eu, à cette période, au moment de la signature du contrat, manifestement un défaut d'explication, manifestement un défaut de pédagogie autour de ce qui se passait dans l'environnement de nos concitoyens au quotidien par l'apparition notamment de ces portiques. Le dispositif est complexe. Ça a d'ailleurs été une des conclusions de la MAP, et la nécessité, et d'ailleurs je pense que le directeur de la DGITM a pu en témoigner, la nécessité d'avoir recours au PPP était notamment expliquée par la complexité du dispositif et qu'il fallait, dans ce cas, un interlocuteur qui ait cette mission. L'évolution des coûts peut s'expliquer aussi par cette complexité-là, d'autant que le consortium qui a été retenu n'avait pas, à ma connaissance, d'expérience et de pratique sur d'autres réseaux existants. Est-ce que les délais ont été compactés pour pouvoir répondre aux exigences de l'État? Je n'en ai pas connaissance, en tout cas, quand bien même ça devait être le cas. Nul doute que ce n'est pas à moi de répondre, mais à ICOMOV de savoir est-ce qu'ils ont rempli une offre qui correspondait aux attentes, et quitte à être peut-être dans quelque chose de très contraint. Mais ça n'était pas leur intérêt non plus de ne pas répondre, puisque le contrat prévoyait des pénalités. Donc là aussi, c'est une réalité, le fait que j'espère, je souhaite, et Comov aura devant vous ou a eu à en répondre, le fait que les délais, j'espère, étaient les délais annoncés qui leur paraissaient être crédibles. Nous avons souhaité, y avait-il des exigences excessives ou supplémentaires de l'État? Ce qui est une évidence, c'est que nous avons été, et les consignes ont été données en ce sens, extrêmement rigoureux sur la vérification. J'ai souhaité que nous soyons face à un dispositif qui soit pour la crédibilité de la suite. Parce qu'on ne pourrait pas... La crainte qui était la mienne à l'époque était d'avoir des professionnels face aux médias, à la population, à ses représentants, de dire mais regardez, voilà ce que j'ai reçu, ça n'est donc pas... qu'il y ait un doute sur la réalité et sur les facturations qui pouvaient leur être envoyées. Donc il fallait absolument, et c'était un engagement, je l'ai dit devant les représentants des transporteurs routiers, que pour notre part, la priorité des priorités était un dispositif qui devait être un dispositif stable, rigoureux et surtout sécurisant. Ça, c'est effectivement tout à fait entendable et correspond aussi à ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Mais quand je parle des exigences, c'est des exigences contradictoires si on veut arriver à la perfection qui, malheureusement, ou heureusement, n'est pas de ce monde. Effectivement, ne pas facturer à tort une entreprise est sans doute le souci principal de l'État dans ce genre de dossier. Mais là, ce souci-là était conjugué à un souci d'un taux de recouvrement à 99,75%, tellement gigantesque que c'est la conjonction de ces deux faits qui a sans doute rendu les choses extrêmement compliquées. Donc, Ecomove sait nous dire qu'il n'aurait pas été averti par l'État, notamment la suspension de l'écotaxe, mais l'aurait appris par la presse. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu le sentiment que Ecomove vous communiquait aussi tout ce qu'il savait au fur et à mesure, y compris sur les retards, y compris peut-être sur cette juxtaposition de contraintes qui était du coup très difficile à tenir? Voilà. Comment s'organisait ce dialogue entre l'État et Ecomove? Régulièrement, question a été posée à la DGITM, et je me souviens de l'avoir fait directement ou par l'intermédiaire de mes collaborateurs, pour connaître l'avancement
de la mise en place du dispositif. Et aussi une préoccupation qui était la mienne, c'était l'enregistrement des professionnels. Car là où il y avait beaucoup de retard à cette période, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on pourra vous les communiquer, c'était la faiblesse des enregistrements et le rythme d'enregistrement des professionnels. Là encore, parce que du retard avait été pris, et notamment auprès des sociétés de télépéage, et puis par la suite, vous le voyez, le décalage avec les enregistrements directs. Donc ce qui m'importait, c'était aussi d'avoir un dispositif qui puisse être accepté et que les professionnels ne puissent pas le mettre en place un 1er janvier sans que les professionnels eux-mêmes n'y soient préparés. Ce qui m'inquiétait également, ça a été la connaissance du dispositif par les transporteurs étrangers. Et j'ai, notamment les derniers mois, engagé beaucoup d'initiatives, écrivant à tous mes homologues pour faire connaître ça. Et je trouve que cette publicité autour de l'écotaxe a été beaucoup trop tardive. Beaucoup trop tardive. Pour le reste, est-ce que Ecomove n'avait pas l'information? Enfin, quand même, sur la suspension de l'écotaxe, si personne n'a bien perçu ce qui se passait dans certaines régions de notre pays, j'espère qu'ils étaient informés qu'un certain nombre de portiques eux-mêmes n'y résistaient pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu absence d'échange. Oui, je vous remercie. Il n'empêche que ces retards successifs, et je parle là des premiers reports, donc qui sont bien du fait d'Ecomove, qui n'étaient pas prêts, ont en quelque sorte conduit finalement le dispositif à devoir être mis en place du jour au lendemain et en fonctionnement entre guillemets 100%. En tout cas, c'est la situation à laquelle on serait si demain on décidait de remettre l'écotaxe en place, sans avoir ces phases de test, de pilote, comme on l'avait prévu, on étant un peu non malhonnête, donc comme l'État l'avait prévu avec la taxe alsacienne, ou avec des mises en place d'écotaxes sans facturation, des choses comme ça, ce qui permettait de faire des derniers tests en réel, entre guillemets, et qui aurait été justement un outil pédagogique important. Donc cet outil pédagogique et de communication important n'a pas pu, de fait, être mis en place. Est-ce que, à votre sens, ça a été important dans les déclenchements de tous ces incendies de portiques et autres? Et question un peu corollaire, dans toutes vos négociations et vos discussions avec les transporteurs, est-ce que vous avez senti à un moment ou sur un élément particulier du dossier, un blocage? Parce que vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien noté qu'au début ça se passait plutôt bien, puis il y a quand même eu les émeutes, etc. Donc qu'est-ce qui a été déclenchant vraiment de cette fronde contre l'écotaxe? Je ne pense pas qu'il y ait d'exigences supplémentaires de l'État qui aient amené à un retard. L'État était lié avec un contrat qu'il entendait faire appliquer. Et donc, dans la vie de la mise en place, les services, la DGITM, étaient en lien constant avec Ecomove. Et moi-même, je relançais la DGITM pour qu'il en soit ainsi. Ce qui m'a beaucoup perturbé, c'était l'existence de bon nombre d'erreurs, du nombre d'erreurs qui étaient des erreurs majeures, qualifiées ainsi par le contrat. Et donc, nous ne pouvions pas, et assez rapidement, nous avons pris la décision de reporter l'application du 20 juillet devenant inatteignable. Il fallait rapidement, y compris pour poursuivre les discussions avec les acteurs de la profession, pour les sensibiliser, pour leur expliquer, mais il fallait très vite que nous ne laissions pas planer le doute d'une date d'application, alors même que nous avions insuffisamment de garanties de la part d'Ecomove. Alors, le déclenchement des difficultés, je pense au contraire que les professionnels, dans leur grande majorité, une fois le décret du 6 mai 2012 retiré, annulé, les professionnels sont repartis sur une base constructive. Et la grande inquiétude et l'opposition très forte, et elle était justifiée, puisque moi-même, écoutez, par l'expérience certes courte, mais
Mon père ayant été routier à son compte, je sais combien il était impensable de soumettre les entreprises de transport, notamment les petites entreprises de transport, à une telle exigence administrative telle que le décret de mai 2012 leur faisait obligation. Donc, je pense au contraire qu'il y a eu cette construction de phase de discussion avec les représentants des transporteurs qui ont bien compris notre volonté d'être dans l'efficacité d'un dispositif, tout en ne pénalisant pas, autant que faire se pouvait, l'activité économique. C'était pour moi la priorité. Et donc c'est donc après que les choses se sont délitées, au moment où il y a eu des messages qui étaient bien éloignés de la réalité, mais une perception de l'écotaxe qui souvent d'ailleurs était mise en cause par des catégories professionnelles qui n'y étaient pas soumises. Et puis un mouvement qui est un mouvement plus général de contestation, et l'écotaxe s'est trouvé au mauvais moment dans cette situation. Pour autant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait que c'était un dispositif parfait? Certes non, mais moi-même, j'avais demandé qu'il y ait des observatoires régionaux pour bien lister les difficultés. La loi ayant été votée, elle nous permettait de mettre en application et que régulièrement, chaque année, nous aurions pu juger de l'application et des difficultés de la mise en place de l'écotaxe. Et ce caractère évolutif n'a pas été pris en compte. Ce qui fait que très rapidement, c'est l'ensemble du dispositif qui a été suspendu pour permettre de redonner à la mission d'information notamment la capacité de proposition. Pour aller dans le sens de Mme la rapporteure, vous évaluez concrètement à quelle durée le retard d'Ecomove? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 9 mois? C'est quoi le retard? Ce que je pense, mais je n'en aurai jamais confirmation, c'est que dès lors que le 20 octobre, nous prenions la décision de différer une nouvelle fois, c'était toute la solidité de l'écotaxe qui allait poser problème. Parce que nous avions déjà le 20 juillet, je pense que si le 20 juillet, nous avions... Donc ils n'étaient pas prêts le 20 juillet? Ils n'étaient pas prêts. Non, là on est d'accord, puisque ça a été dit clairement qu'il y avait des défauts majeurs. Au mois d'octobre, est-ce qu'ils étaient prêts? Le 1er octobre, ils étaient prêts? Non plus. Nous avions encore un certain nombre d'imperfections. On est d'accord. C'est ce qu'on a vu. Mais je me positionne là sur l'acceptabilité. Oui, mais avant de parler d'acceptabilité, il me semble qu'il faut quand même regarder le contrat avec la mise à disposition ou pas la mise à disposition. Donc, est-ce qu'ils étaient prêts ou pas au 1er octobre? La réponse est non. La réponse voilà, on est d'accord. Oui. Ils ont été prêts peut-être fin novembre, décembre. Là, ça commençait un peu à avoir moins en tout cas, de défauts majeurs. Donc vous, par rapport au contrat, parce que quand même, on a été intrigués parce que Capgemini nous a fait des déclarations en séance, non pas à huis clos. Hein. Ils ont estimé que pour un projet, je rappelle que c'est le Conseil de l'État, pour tout le monde, hein, ils ont estimé que pour un projet aussi complexe, un retard de 6 mois n'est pas étonnant. C'est ce qu'ils ont dit. Et que ça leur paraissait même assez exceptionnel. Enfin, c'est pas du tout exceptionnel. Voilà ce qu'ils ont dit. Enfin, on peut reprendre la phrase exacte qu'ils ont dit. Donc voilà. Moi, je voulais vous dire ça, parce que ça me paraît important. Parce qu'aujourd'hui, et je crois que Mme la rapporteure, elle veut venir là-dessus, il faut quand même qu'on parle de la mise à disposition. Est-ce que cette mise à disposition, elle fait partie du package de votre discussion? Et nous, ce qu'on a besoin de savoir dans cette commission d'enquête, c'est quand même de savoir si la mise à disposition va intervenir ou pas intervenir. Parce que les coûts ne sont pas les mêmes après. Même s'il y a des accords, mais l'application du contrat ne sera pas la même en fonction de si elle a mise à disposition ou si elle n'y est pas. Donc, on vous titille là-dessus à cause de ça. C'était un peu donc la suite de ma question. Aujourd'hui, la mise à disposition n'est toujours pas prononcée par l'État, qui avait normalement jusqu'au 20 mars. Ecomove a accepté pour l'instant d'être en négociation avec l'État avec une mise à disposition non prononcée. Donc, vous pourrez peut-être pas nous répondre en public, mais dans ce cas-là, j'espère que vous le ferez à huis clos après. Donc, je pose quand même ma question. Est-ce que ce non prononcé de la mise à disposition par l'État est lié à des éléments techniques pas encore complètement élucidés ou à des soupçons de défauts qui resteraient ou de choses pas complètement vérifiées?
Ou est-ce que c'est uniquement, entre guillemets, une arme de négociation, un levier de négociation qui dit on prononcera la mise à disposition quand de votre côté vous aurez accepté un certain nombre de choses de notre côté, quoi. Parce qu'ils ont quand même accepté quelque chose dont ils avaient affirmé qu'ils ne l'accepteraient pas. Oui, vous l'avez souligné vous-même, nous étions, puisque je n'ai pas les derniers développements, pour cause. Nous sommes dans une situation un peu suspendue, moi-même. Donc, ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, du 20 janvier, donc il y a eu retard que l'on peut considérer de l'ordre de 6 mois, avec la correction progressive des anomalies pour un dispositif fiable, d'autant que dans le même temps, entre le mois de juillet et la date de la suspension, j'avais demandé que l'on puisse procéder à la marche à blanc du dispositif, avec des flottes. 10 000 camions se sont enregistrés et ont pu mettre en place la marche à blanc. Donc, sur cette situation, nous sommes arrivés à ce délai qui est à partir du 20 janvier, les 2 mois qui étaient contractuels pour que l'État puisse vérifier l'ensemble des données d'Ecomove. Et à partir du 20 mars, dans une configuration de discussion d'un protocole d'accord avec Ecomove. Donc la discussion n'étant pas achevée, il y a un certain nombre de points, mais parce qu'il s'agit bien des garanties et de l'intérêt de l'État. On ne va pas brader l'intérêt de l'État. Il faut que l'État, d'autant que les manquements et les retards, nous considérons qu'ils sont dus à ces différentes anomalies du système. Alors, est-ce acceptable ou pas 6 mois? Ben, en tout cas, c'est une réalité. Et que les clauses contractuelles prévoient qu'il y ait des indemnisations, qu'il y ait des obligations financières dès lors qu'il y a un retard sur la mise à disposition du dispositif. Bon, donc il faut l'appliquer. Après, nous sommes dans la suspension. Donc, il appartient au Parlement. Mais c'est un élément. Oui, mais pas pour le contrat. Le contrat, il n'est pas suspendu. Pas pour le contrat. Et il y a les banques quand même là. Ce pourquoi il est de notre responsabilité de faire que, compte tenu de la responsabilité d'Ecomove, l'État ne soit pas tenu à payer, puisque aujourd'hui, il n'y a pas application, il y a eu retard, et que sur cette base, il convenait, compte tenu de cette suspension qui se prolonge, eh bien d'avoir un dispositif, une solidité des relations entre Ecomove et l'État, contractualisée par un avenant ou par un accord ou un protocole d'accord pour cette période de suspension. Les banques vous ont laissé jusqu'à combien de 15 avril? Lorsque j'ai quitté. C'était 31 mars et je crois que c'était. Lorsque j'ai quitté le ministère, il était question de cette période. Nous étions plutôt vers le 31 mars et puis certainement une prorogation du délai a été accordée par les banques. Est-ce que je peux donner la parole aux collègues? Alors, il y a M. Capot-Canella qui a demandé, M. Ries aussi. Merci Madame la Présidente. Merci d'abord Monsieur le Ministre de ces explications dans un contexte qui est particulier. On s'est gré d'avoir essayé de nous éclairer pour le présent, on verra pour le futur peut-être, en tout cas on vous le souhaite. Pour ce qui est de ce que je voulais vous dire, c'était... Je vous demande d'abord de m'excuser parce que je vais revenir sur différents points. Vous avez donné beaucoup d'explications, je voudrais juste être certain qu'on a bien saisi. D'abord, à votre arrivée, y avait-il des éléments portés à votre connaissance qui puissent amener à s'interroger sur le dispositif? À la fois le dispositif technique, c'est-à-dire est-ce qu'à ce moment-là, l'administration considérait que ce dispositif d'écotaxe allait être mis en œuvre normalement? Est-ce qu'il y avait des alertes techniques? Et ensuite, sur le choix particulier d'Ecomove, y avait-il aussi des éléments qui pouvaient amener à s'interroger? J'ai compris que le rapport qui a été produit après par la mission d'appui, je crois que vous le citez de mémoire, faisait qu'il n'y avait pas d'inquiétude juridique sur le contrat. Mais est-ce que c'est bien cela qu'il faut comprendre? Donc c'est plutôt, à votre arrivée, problème technique et problème juridique, y en avait-il? Deuxièmement, vous avez évoqué la logique qui a amené à ces reports
et cette forme d'enchaînement. À ce moment-là, on peut se poser la question en disant, effectivement, le problème avait visiblement été sous-estimé. Alors, là-dessus, est-ce que c'est un problème de conception de l'appel d'offres? Est-ce que c'est lié à l'État? Est-ce que les mesures de publicité que vous avez évoquées peuvent être aussi imputées à l'État? Après tout, ça peut arriver, hein. Ce n'est pas non plus un problème en soi. Ou est-ce que vraiment on peut se dire ces reports, la source c'est Ecomove, c'est un manquement des obligations? Et puis même question, j'ai envie de dire aujourd'hui, alors sans dévoiler forcément les dernières évolutions, mais quand même, avec la suspension, avec la période de latence qu'on connaît, est-ce que votre vision aujourd'hui est de considérer que l'imputabilité est à l'État, parce que l'État a décidé la suspension, ou que la suspension est due à Ecomove et que l'imputabilité est plutôt chez Ecomove? Voilà. Merci. Alors, Monsieur Ries, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, comme ça permet, Monsieur Ries, votre question, pour que le Ministre puisse répondre globalement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je suis très heureux d'avoir entendu vos explications concernant la période la plus récente. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le travail que nous faisons et auquel, Madame la Présidente, je dois m'excuser de n'avoir pas participé de façon suffisamment assidue, mais j'ai plus de temps maintenant, un peu plus qu'auparavant pour les raisons que vous savez. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Mais il ne m'intéresse pas dans la détermination des responsabilités. Je pense que ce n'est pas notre travail. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Laissons les choses se faire de ce côté-là. Nous, enfin moi en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de cette impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment on en sort? Et l'analyse du passé, pour moi, elle n'a de sens que si elle ouvre des perspectives pour l'avenir. Je suis un partisan convaincu de la nécessité de mettre en œuvre une écotaxe poids lourds. Et d'ailleurs, je dois dire très clairement ici qu'il y avait un large consensus, droite-gauche, au départ là-dessus. Il y a toujours. Et il y a toujours, ça un peu, bon, ça, forcément, on est un pays bipartisan, il y a des évolutions qui se font, mais globalement, je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui, au niveau des responsables, enfin, il reste un consensus là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et comment l'analyse du passé peut-elle nous ouvrir des perspectives pour l'avenir? Il s'est passé, comme souvent dans ce pays, c'est qu'on a tellement tergiversé, on a tellement perdu de temps, pour toutes sortes de raisons. Pour les raisons de mise en œuvre, enfin de philosophie de mise en œuvre au départ, puisqu'il y avait une première tentative qui a suscité un tollé, puis une deuxième qui a été mieux acceptée. Mais tout ça, ça a évidemment fait perdre du temps. Et puis il y a eu ensuite tous les problèmes techniques liés peut-être au cahier des charges qui avait été imposé à Ecomove et qui s'est révélé difficile à mettre en œuvre. Je pense d'ailleurs que sur ce point précis, on a fait preuve d'un perfectionnisme, je l'ai déjà dit dans d'autres réunions, excessif. Lorsqu'on a un investissement à faire pour faire en sorte qu'il y ait le moins de fraude possible, il faut mesurer, je dirais, l'importance de l'investissement par rapport au manque à gagner lié à la fraude. Il vaut mieux parfois accepter un système où il y a, je ne sais pas, 3% de fraude ou 5% de fraude ou 1% de fraude, mais qui ne nécessite pas de monter une usine à gaz très compliquée et très lourde financièrement. C'est d'ailleurs ce que d'autres pays ont fait, comme l'Allemagne ou la Slovaquie. Voilà. Eux n'ont pas été aussi exigeants que la France. On met, je dirais, on accepte un niveau d'approximation ou un niveau de fraude qu'on détermine à un niveau donné, et puis on adapte après la réponse. Mais bon, ça c'est du passé. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont dans des raisonnements qu'on appelait jadis, en grammaire latine, l'irréel du passé. Si j'avais su, j'aurais fait. Si j'avais su. Donc on est dans une situation aujourd'hui où on a un passé, un passif. De mon point de vue, il ne sert à rien d'essayer, en tout cas à notre niveau, de déterminer les responsabilités. En revanche,
Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de déterminer ou au moins d'ouvrir une perspective de sortie de crise. Alors je sais que la ministre a demandé du temps pour remettre à plat. J'espère que la remise à plat, c'est pas on repart à zéro et on recommence tout. Parce que honnêtement, on a quand même suffisamment avancé que le ministre souhaite avoir le temps d'examiner le dossier. OK, ça je le comprends. Mais si on repart à zéro, comme si rien n'avait été fait, comme si on était vierge de ce point de vue-là, ça ne me paraît pas très raisonnable. Je le dis ici très directement. Elle n'a pas précisé le délai. Si c'est un délai de 2 mois, bon, je pense que c'est acceptable au point où on en est. Si c'est un délai d'1 an et davantage, c'est une chose différente. Donc moi, je pense que pour sortir de difficultés, je me demande si la bonne méthode, ce n'est pas d'ouvrir une perspective régionale. Je crois savoir d'ailleurs que certaines régions, dont l'Alsace, qui étaient prêtes et qui sont demanderesses de ce point de vue depuis 2005. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là, plutôt que d'essayer d'avoir une vision globale qui, à mon avis, aboutira à des blocages? Nous, en Alsace, on est demandeurs. On est demandeurs. J'ai encore entendu le président Richert qui s'exprimait à ce sujet, disait on attend depuis 2005 la création de l'écotaxe en Alsace pour empêcher les camions Sauf que ça, c'est pas notre responsabilité. Hein. Ça, c'est la mission d'information à l'Assemblée nationale. Alors, ça, c'est pas la nôtre. Non, mais, pardon, mais je comprends qu'on est en vie. Madame la Présidente, mais c'est pas la commission d'enquête. Hein. Moi, je veux pas être sur les aspects judiciaires. Ah non, mais on n'est pas non plus sur les aspects judiciaires. Mais ce que je veux vous dire, quand on cherche l'analyse des responsabilités, pourquoi on cherche cette analyse des responsabilités? Elle est nécessaire parce qu'elle a des conséquences sur nos finances publiques. Et nous, là, on est au cœur de notre mission dans cette commission d'enquête. Donc c'est pour ça que là, je suis obligée de vous reprendre un tout petit peu, mais je comprends, j'ai les mêmes interrogations que vous pour me dire comment on va faire, etc. Et j'ajoute que, puisque vous n'étiez pas là effectivement quand on a eu les douanes, il faut savoir qu'il nous a été dit que si on bougeait quoi que ce soit sur l'écotaxe, il faut revoir tout un environnement d'arrêtés, de décrets, etc. Et il y en a pour 6 mois minimum. Voilà, je vous donne ça comme réflexion dans votre... Bon, alors... Madame la Présidente... Mais je vous assure que nous, ce n'est pas notre mission de dire la sortie. Je suis désolé, il y a l'enquête judiciaire. Ça, c'est une chose. Il y a nous qui nous intéressons à est-ce qu'on a eu raison de faire un PPP ou pas? Qu'est-ce qui se passe avec cette écotaxe suspendue? Et ça, c'est nos finances publiques. Et là, on est au cœur de notre dossier. Et les solutions après, ben, ça sera sûrement le futur secrétaire d'État ou ministre délégué, je ne sais pas, au transport, et Madame Ségolène Royal, qu'on ne manquera pas d'ailleurs d'auditionner ici. Mais c'est eux qui décideront. Mais c'est la mission d'information de l'Assemblée nationale qui va donner des pistes, mais c'est pas notre mission à nous. Pardon d'être un peu... mais je suis la présidente, je me dois de ramener un peu dans la vraie discussion. Madame la Présidente, merci d'avoir dit que j'étais hors sujet, mais non, je ne l'ai pas dit comme ça en plus. Je reste dans mon sujet malgré tout. Et à vrai dire, moi je suis hostile au PPP. Je pense que c'était une erreur de faire un PPP. Je le pense. Voilà, mais on y répondra dans le rapport là-dessus. Peut-être on y répondra, mais je pense que c'était une erreur. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas avancer le schmilblick pour l'avenir. Oui, mais l'analyse de responsabilité, oui, parce que je peux vous dire, nous avons eu des auditions à huis clos ici, et nous avons entendu les banques qui étaient là, le gouvernement qui était là, Ecomove qui était ici. Et à 3 auditions, nous avons entendu, Madame le rapporteur, et ceux de nos collègues qui étaient là, et qui nous ont dit, s'il n'y a pas mise à disposition, voilà ce que ça va coûter à l'État. S'il y a mise à disposition, voilà ce que ça va coûter à l'État, etc. Donc nous, on a tout ça. Hein. Donc si on pose un certain nombre de questions, et Madame la rapporteure notamment, c'est pas pour rien. Et là, on est dans notre sujet. Et je vous rappelle qu'il faut que nous rendions notre rapport pour le 27 mai maximum. C'est clair. Et si on n'y arrive pas d'ailleurs, enfin on y arrivera dans le rapport, mais je veux dire par là que si on n'a pas tous les éléments, c'est pour ça qu'on questionne vraiment de cette façon, moi je vous le dis, il y aura une autre commission d'enquête, hein, parce que la suspension de l'écotaxe sur nos finances publiques, ça c'est un élément majeur. Hein. C'est vraiment, là on est au cœur du sujet. Nous on a besoin de savoir, est-ce qu'il va y avoir véritablement un accord avec Ecomove, parce que les sommes en jeu, enfin monsieur le ministre le sait, hein,
On a travaillé sur les transports terrestres ensemble, donc c'est pas à vous que je vais dire ça. Donc c'est des sommes colossales. Là, les banques ont repoussé du 20 mars au 31 mars, au 15 avril, semble-t-il, mais ça va pas durer. Hein. Donc là, il va falloir y répondre. Il y a ce qu'on appelle la cession de créances. Donc il y a vraiment des sommes. Roland, pardon d'insister, mais c'est vraiment très important. Là. Mais voilà. Je n'ai pas de désaccord là-dessus. Non, on n'a pas de désaccord, mais je suis sommes obligé de recentrer le débat sur les conséquences financières, parce qu'il reste 4 minutes, me dit l'administration, qui est très désagréable. Et Monsieur Dantec veut dire quelque chose. Alors, je vais commencer par lui donner la parole, et comme ça, le ministre va répondre à tout le monde. Oui, alors, moi, je voudrais effectivement qu'on reste sur la question qui nous est posée, et qui sera un élément clé de nos conclusions, puisqu'il s'agit surtout d'éclairer l'avenir. Alors, je ne sais pas si Monsieur le ministre veut plutôt s'exprimer à huis clos sur ce point ou maintenant. Dans ce cas, il nous le dira et puis on reverra. Mais je crois que la question qui nous est vraiment posée aujourd'hui, c'est de dire est-ce que, et c'est un sentiment politique qu'on demande, et ça éclaire quand même nos conclusions, est-ce que le fait que l'État délègue complètement, c'est ça la question quand même sur laquelle j'ai envie d'entendre le ministre, le fait de déléguer dans un PPP complet par rapport à d'autres systèmes, soit croisés, de sociétés de systèmes mixtes, soit de garder la totalité de la maîtrise, avec le recul politique. C'est bien quand même un sentiment politique qu'on a besoin à ce moment. Est-ce que c'était une bonne idée? Notamment, et c'est quand même la question sur laquelle on tourne, est-ce que face à cet objet très nouveau, est-ce que la capacité de l'administration de suivre complètement le processus et d'avoir un avis technique à chaque étape du processus était suffisante? C'est-à-dire que dans un autre montage, peut-être une société d'économie mixte, enfin, est-ce que l'État n'aurait pas eu plus de capacité à suivre l'ensemble du processus, voire à en augmenter son acceptabilité politique? Alors c'est un pur sentiment politique que je demande, mais ça nous semble important pour éclairer quand même les conclusions. Alors, Monsieur le ministre. Pour répondre, Madame la Présidente, à Monsieur Capo-Canellas, question claire, réponse claire. À mon arrivée, je n'ai pas eu d'alerte sur les difficultés techniques. Je ne les ai eues que plusieurs mois après. Et ce qui nous a amené à annoncer le premier report de l'application. Donc, à mon arrivée, je n'ai pas eu cette mise en garde. Est-ce qu'à mon arrivée, on m'a sensibilisé sur un risque juridique ou une remise en cause du choix d'Ecomove? Non. Il n'y a pas eu d'alerte particulière à ce niveau sur ce qui pourrait être une irrégularité. J'avais connaissance de débats passés, mais je n'ai pas eu de veille particulière indiquant qu'il y aurait pu se passer des choses particulières. Donc, simplement, comprenez dans quelle situation je me trouvais, et donc je l'assume tout à fait. D'ailleurs, ça permettra aussi de répondre à M. Dantec. Je suis nommé ministre, j'ai un dispositif, je dois le mettre en place, il a été pensé par d'autres, il a été techniquement attribué, il y a un contrat qui lie l'État à une entreprise privée. Ce contrat, on ne peut y toucher, sauf à indemniser, etc. Et puis, la mécanique juridique est lancée pour mettre en place. Donc, ma mission, telle que je la reçois et telle que je l'entends, c'est de dire comment je peux mettre le plus efficacement possible, sans remettre en cause le contrat, parce que nous, dans ce cas, partions très loin, mais comment puis-je, avec ce décret du 6 mai, qui, je pense, a été très perturbant. Vraiment, le décret du 6 mai a été un élément de fixation de la part, et à juste titre, je crois. Vraiment, je mets en cause ce décret. D'ailleurs, très rapidement, j'ai souhaité qu'on rebatte les cartes pour avoir un dispositif plus simple. Alors, c'est peut-être la philosophie générale. En effet, Roland Ries, à l'instant, en parle, et Madame la rapporteure également. Est-ce qu'on n'est pas allé dans la sophistication? Même ce décret est une preuve de sophistication. D'aller par client, par palette, par kilomètre, essayer d'identifier pour être au plus juste, c'est quelque chose d'irraisonnable. Parce que c'était confronter les professions à une difficulté administrative et comptable sans nom,
Et puis, par ailleurs, c'était peut-être dicté, mais là je n'en sais rien. J'imagine que ça peut exister dans certains esprits, que l'on dicte par le meilleur rendement possible. D'avoir un dispositif qui, d'abord, est confié à un partenaire privé, puisque l'État n'a pas la capacité, M. Dantec, humaine de contrôle. Donc nous passons sur un système sophistiqué, qui est celui que nous connaissons, et par ailleurs, il faut que ce système ait le meilleur rendement, jusqu'à d'ailleurs ne pas avoir mis en place d'exonérations là où elles étaient possibles. Nous les avons donc rebâtis. Et rebâtis à partir d'un dispositif dont les fondements étaient quand même extrêmement stricts. C'est vrai que plus de souplesse aurait amené à une meilleure acceptabilité. Là, je le pense vraiment. Ou alors il fallait partir sur une autre décision. Mais moi, je ne suis pas là pour refaire ce qui s'est fait. Je ne vais pas en apporter un jugement, mais on aurait pu tout à fait considérer qu'il appartenait à l'État et à ses services, à la douane par exemple, d'assurer le contrôle pour les transporteurs, de s'acquitter d'une taxe. Bref, mais ça n'était pas le dispositif qui a été choisi par mes prédécesseurs. Moi, je considère que la signature de l'État, il faut la faire, il faut l'honorer. C'est la continuité de l'État. Dès lors que l'État s'est engagé, il s'est engagé, mais il faut le faire avec le respect des utilisateurs. Donc je pense avoir répondu. Non, je n'avais pas de mise en alerte particulière. Les mises en alerte techniques sont intervenues en cours de route, dès la fin d'année, et avec ce risque. Et d'ailleurs, souvent, c'était les professionnels eux-mêmes qui soulignaient cette difficulté, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Ils étaient insuffisamment informés, et que les murmures dans les entourages, notamment d'Ecomove, amenaient à ce que, vous savez, les professionnels du transport routier sont très très bien informés, très bien informés. Et donc, eux-mêmes voyaient qu'il y avait ce risque. Et sur le contrat, je n'en ai pour connaissance que des polémiques qui ont existé au sein même d'un précédent gouvernement, des réserves qui avaient été mises par certains membres de ce gouvernement, et la façon dont les choses ont été contestées dans l'attribution. Mais la justice est passée, et donc à partir de là, je n'avais pas de jugement d'opportunité à avoir sur ces questions. Alors sur le lendemain, même si ce n'est pas dans le cadre de la commission, oui, ça m'intéresse beaucoup. Il a été fait mention par la ministre d'une remise à plat. La remise à plat, elle est en cours. L'interprétation qui est faite des propos, c'est une chose, mais les propos eux-mêmes ont du sens. D'abord parce que c'est la réalité. Lorsque les parlementaires sont saisis, les députés, et vous-même dans votre mission, mais particulièrement les députés sur la mission d'information, n'est-ce pas une remise à plat pour essayer de sortir par le haut de cette histoire et de regarder quelles sont les améliorations de dispositifs. Donc moi, je ne peux que dire que lorsqu'il est fait mention de remise à plat, eh bien, il est fait tout simplement mention du travail qui est engagé par les parlementaires, avec un certain nombre de scénarios. La régionalisation peut en être un. Moi, j'ai d'ailleurs, à titre personnel, n'engageant pas le gouvernement, dit qu'il y avait une voie. Sous quelle forme? Il faut aussi que l'AFIT ait les moyens de mise en place. Et je crois qu'il faut repartir aux fondamentaux. À quoi sert cette écotaxe? À quoi sert cette écotaxe? Parce que si on ne répond pas à cette question, alors on biaise le débat. Et des réactions que j'ai eu un peu plus de temps, moi aussi, cher Roland Ris, depuis ces quelques derniers jours, pour des raisons qui nous sont communes ou d'autres qui ne le sont pas. Donc j'ai écouté les réactions, notamment de la presse, des journalistes, etc. Alors, mais, il faut faire très attention à ce que l'on dit sur l'écotaxe. Et peut-être même les politiques eux-mêmes, les responsables publics, de bien repartir sur des bases solides. À quoi sert l'écotaxe? Je considère, et c'est important, que pour le financement de certaines catégories, certains types d'infrastructures, cette écotaxe est juste et qu'elle n'est pas un impôt, elle est une forme de redevance et de contribution normale, et que par ailleurs, il est légitime, plutôt que de faire payer le contribuable, que ce soit les utilisateurs, et notamment ceux qui traversent notre pays,
par transit, de la modernisation. Ce n'est pas aux contribuables, ou pas seulement aux contribuables, de financer les infrastructures utiles au développement et au rayonnement économique du pays. Je vous confirme que les élus locaux commencent à être très sensibilisés à ces questions parce que les préfets leur annoncent que ça va concerner les contrats de plan État-région. Et que s'il n'y a pas de recette d'écotaxe, il n'y a pas de financement des contrats de plan État-région. C'est une réalité. Et c'est une réalité. Hein, réalité, donc, nous avons besoin financièrement, mais non pas pour pénaliser, pour payer le juste prix et ne pas le faire payer, une fois encore. Je l'ai dit par rapport aux transporteurs routiers. Et pas dans la volonté, il n'a jamais été dans la volonté de ce gouvernement de faire payer l'écotaxe au transport routier, mais de considérer que la contribution à la modernisation des infrastructures de transport était un élément du prix. Tout à fait légitimement. On ne demande pas aux transporteurs routiers de payer sans répercuter le prix du gasoil. Donc c'est un élément du prix. C'est donc le juste prix. Mais ça ne doit pas être assumé par les transporteurs eux-mêmes. Je vais vous remercier, Monsieur le Ministre, en disant d'ailleurs que nous auditionnerons Ségolène Royal le 29 avril. Je ne sais pas, peut-être qu'on se reverra, Monsieur le Ministre, j'en sais rien. Donc... Je ne sais pas à cette heure si je serai à ses côtés, en tout cas ça fait partie de... plus rapidement que le 29 avril. Donc, mais je suis à sa disposition, pleine et entière, pour lui apporter et apporter à tous Sachant qu'il y a toujours un contrat à gérer, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, il y a un contrat à gérer. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, il y a la vie du contrat et il y a un contexte. Le contrat, il continue, il a une durée, il a des clauses, voilà, et donc le contrat continue, donc c'est quand même un peu notre souci ici. Voilà. Merci encore. Merci, Madame la Présidente. Et peut-être à très vite. Mesdames, Messieurs, sénatrices et sénateurs.